Non pas que le régime syrien avait réussi à reconquérir l'ensemble du territoire national, puisqu'en fait celui-ci était éclaté au nord, au sud, à l'ouest, affaiblissait l'unité du pays et l'idée même d'un État syrien. Donc la fragilisation de la Syrie comme État souverain, c'était déjà une donnée présente, prégnante de ce qu'est la Syrie. Aujourd'hui, la perspective, enfin la chute du régime syrien pose comme question la faculté des différents groupements qui se sont opposés à lui à pouvoir constituer un pacte en vue de renouer avec l'unité et la souveraineté du pays. C'est vraiment l'un des enjeux purement internes. On va voir si finalement ces rebelles sont plus nationalistes qu'islamistes, ou si au contraire ils vont faire prévaloir leur part d'islamisme sur ce qu'ils revendiquent comme étant un nationalisme syrien aussi. Donc on va, à mon avis, les prochaines semaines devraient nous apporter quelques éléments de réponse, mais tant du point de vue de la fragmentation interne, mais aussi eu égard au jeu de puissance, qui s'exerce sur le territoire syrien, et c'est pratiquement assumé du côté d'Erdogan, donc un soutien d'une puissance extérieure, donc a priori on est dans l'ingérence, une présence militaire à la fois américaine et russe, américaine au nom de la lutte contre le djihadisme, quelle que soit l'entité visée, Al-Qaïda ou ses réminiscences. La base militaire navale de Tartous est le principal ancrage de la Russie sur la côte méditerranéenne, et que déjà que la chute de Bachar el-Assad constitue en soi une défaite politico-diplomatique pour les Russes. Alors, si en plus la Russie de Vladimir Poutine n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour rester d'une manière ou d'une autre et pouvoir continuer à exploiter leur base navale à Tartous, là, ça sera carrément une défaite stratégique extrêmement importante et historique. La position française aujourd'hui est cruelle parce que dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, a tweeté le fait que finalement Bachar el-Assad devait rendre des comptes, et donc effectivement qu'il devait répondre de ses actes au regard finalement des massacres de masse dont est l'origine son régime, et au regard du droit international. Sauf que précisément, cette prise de position très claire et très cohérente au regard du droit international contraste de manière radicale avec nos tergiversations et finalement cette position française à l'endroit de Benyamin Netanyahou en particulier, qui, suivant la position française exprimée dernièrement par le Quai d'Orsay, devait bénéficier d'une immunité en sa qualité de chef d'État, ce qui est complètement infondé du point de vue au moins d'une décision de la Cour pénale internationale qui avait bien rappelé que cette immunité traditionnelle reconnue aux chefs d'État ne valait plus précisément pour les États membres de la CPI et qu'ils devaient se soumettre en tant que tels, la France comprise donc, à leurs obligations, notamment dès lors qu'un mandat d'arrêt était émis à l'endroit ou à l'encontre d'un chef d'État ou de gouvernement en l'espèce. Et donc, on a là, en quelques jours, finalement, le prix de la contradiction et finalement ce déficit de crédibilité dans nos positions. Si on ne prend en compte que la position exprimée à la suite de la chute de Bachar el-Assad, on ne peut que se réjouir. Il y a de la cohérence par rapport au soutien et à la solidarité à l'endroit des peuples et à l'endroit également de l'application du droit international. Sauf que ça contraste quand même avec les tergiversations qu'on a vues il y a quelques jours. Le problème, c'est que quand, quelques jours après ou quelques semaines avant, vous dites pratiquement le contraire, de fait, bien, on ne sait plus véritablement ce qui vous guide, quel est l'esprit qui anime votre politique étrangère et quelle est votre cohérence. Et in fine, c'est votre crédibilité qui est engagée, vous n'en avez plus ou plus assez et vous devenez inaudible. Les déclarations et les actions israéliennes sont cohérentes pour le coup. Il y a d'un côté toujours ces référents biblique, religieuse, messianique. Pour l'éternité, le Golan reviendrait à Israël. Et en même temps, une violation manifeste
assumée du droit international, puisque le Golan est un territoire occupé et reconnu comme tel par le droit international, et Israël n'a pas à l'annexer. L'annexion est illégale et illégitime et devrait faire l'objet d'une restitution aux Syriens. Donc on assiste exactement au contraire, puisque la dernière action en date ne fait qu'étendre cette annexion. Et donc on a effectivement cette dynamique expansionniste, tout simplement, d'Israël, est assumée comme telle. Plus de 250 bombardements en pratiquement une nuit sur le territoire syrien. Le respect de la souveraineté, c'est le premier principe du droit international. On ne viole pas le territoire, l'intégrité territoriale des États. Et ça... Oui, la seule sacralité de la souveraineté n'est reconnue finalement qu'à l'égard d'Israël et de ses alliés, à la limite, je dirais. Mais ce qui est remarquable, c'est que le fait que les Israéliens puissent bombarder dès lors qu'ils considèrent que leur intérêt stratégique le justifie, ou leur sécurité le justifie, soit Beyrouth, soit le Liban, soit la Syrie, eh bien tout cela irait de soi. Il n'y a pratiquement plus de réaction diplomatique. Tout cela irait de soi et il faut identifier ce titre de légitimité. Pourquoi ça va de soi au regard des chancelleries occidentales? C'est parce qu'il y a une reconnaissance d'une fonction d'Israël dans cette région. C'est la fonction de gendarme, finalement, du bloc occidental à travers la puissance israélienne. C'est ainsi qu'il faut lire, finalement, ce soutien de facto au comportement israélien en dépit de la violation systématique qu'elle charrie en matière de droit international. J'aimerais quand même qu'on revienne une seconde